Aujourd'hui, on a pensé que c'était bien de faire un bilan des crises géopolitiques. Depuis l'élection de Donald Trump, qu'est-ce qui va se passer au Proche-Orient, en Ukraine, peut-être demain à Taïwan, et voir effectivement l'impact de cette réélection. Et finalement, ça c'est le côté un peu intéressé d'Optigestion, où est-ce qu'on peut investir? Et on reçoit un très grand chroniqueur international que je vais vous présenter, Renaud Girard, qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Il a juste fait l'école normale supérieure et l'ENA. Il est né d'une famille de résistants du Haut-Doubs. Il a été chef de section de combat, ça c'est important, au 27e bataillon de chasseurs alpins. Il couvre en fait tous les conflits majeurs, les crises politiques, les conflits armés. Mais en plus, il s'implique. Au Tchad, il a été emprisonné pour avoir enquêté sur des crimes militaires. En Afghanistan, il suit la guerre soviétique. Et là, il entreprend une longue marche napoléonienne dans la neige. Il nous en dira peut-être un mot. En ex-Yougoslavie, il dévoile les crimes de guerre en Bosnie. Il a évidemment suivi le génocide rwandais. Il a juste interviewé Massoud, Hugo Chavez, Milosevic, Poutine, Netanyahou, le numéro 3 iranien. Il est géopoliticien, il est enseignant prof à Sciences Po. En fait, ce qui caractérise Renaud Girard, c'est son réalisme politique dans les relations internationales. Vous savez ce qu'on appelle la realpolitik. Et ça, c'est très important avec ce concept d'ennemi principal. Il va nous en dire un mot. Voilà, mon cher Renaud, immense merci d'être avec nous. C'est vraiment un honneur que tu nous fais. Je remercie beaucoup Eric. Vous savez, les néoconservateurs américains, ils mettent la démocratie ou la conception qu'ils s'en font et la justice au-dessus de tout. Donc ils ont fait des guerres au nom de cette doctrine néoconservatrice en Irak, en Libye. Bon, on a laissé le chaos partout, chaos qui n'est pas résolu. Et donc moi, je ne suis pas néoconservateur, je suis un réaliste. Je considère que la valeur suprême, ce n'est pas la justice ou la démocratie, c'est la paix, précisément. Et après, si on peut mettre la démocratie et la justice, mais mettre la démocratie par la force des armes, ce n'est pas une bonne idée. Et ma théorie de l'ennemi principal, elle est très simple, c'est-à-dire qu'il faut combattre, a priori, en premier, nos ennemis, c'est-à-dire ceux qui tuent nos enfants dans nos rues, les djihadistes, par exemple. Alors que je considère que Nicolas Sarkozy, en voulant changer le régime libyen, mettant la fameuse démocratie, il a mis le chaos en fait en Libye et dans tout le Sahel, déstabilisé tous nos alliés du Sahel. Mais je considère que dans la mesure où Kadhafi n'était pas notre ennemi principal, il ne fallait pas lui faire la guerre. Voilà la théorie de l'ennemi principal. On m'a demandé de vous parler des risques géopolitiques dans le monde. Alors il y a 3 zones de risque qu'on va regarder. Il y a évidemment en premier le Moyen-Orient, en second l'Est de l'Europe, l'Ukraine, Russie, et en troisième le détroit de Formose. Ce sont les 3 crises qui pourraient déboucher sur des conflits régionaux ou même des conflits mondiaux. Par rapport à l'année dernière, il y a 2 grandes nouvelles. La première nouvelle, c'est que à la tête des États-Unis, vous avez un président qui n'est pas néoconservateur. Donc, c'était bien que je précise ce qu'était le néoconservatisme, qui n'est pas belliciste, qui ne veut pas imposer partout la démocratie dans le monde, qui est contre l'ingérence dans les pays étrangers, contre l'ingérence américaine dans les opérations extérieures et contre l'ingérence des autres pays, contre l'ingérence de la Russie en Ukraine, contre l'ingérence de l'Iran dans l'axe chiite, contre l'ingérence de la Chine en mer de Chine méridionale. La deuxième grande nouvelle que nous avons, c'est que depuis la chute du régime bassiste en Syrie, l'axe
chiite, c'est-à-dire le rêve perse qu'ils avaient déjà depuis les Grecs, d'aller pas seulement sur le Golfe, pas seulement sur la mer Caspienne, mais aussi sur la mer Méditerranée, l'axe chiite qui donc unissait l'Iran, l'Irak, parce que vous avez bien compris que les Américains, quand ils ont fait la guerre néoconservatrice en Irak, non seulement ils n'y ont pas amené une démocratie qui fonctionne, mais surtout ils ont donné le pays à l'Iran et aux milices chiites très présentes en Irak. Ensuite, il y avait donc la Syrie, puisque la Syrie était tenue par un régime alaouite, une sorte de chiisme, les alaouites, et puis le Hezbollah à Beyrouth, depuis les accords de Doha du 25 mai 2008, le Hezbollah avait un pouvoir de veto sur toutes les décisions du cabinet libanais. Eh bien, ce Hezbollah est à peu près fini, et la Syrie a été pris par des anciens djihadistes qui nous clament qu'ils n'ont que des bonnes intentions, on veut les croire, on va les juger plus aux actes qu'aux paroles, qui sont venus de la Turquie, là, de la poche d'Idlib, et qui ont conquis la Syrie, et qui disent qu'ils n'ont rien contre Israël, on verra, et en tout cas, donc, tout l'axe chiite, toute la politique menée depuis 20 ans par l'Iran, par les gardiens de la Révolution, est par terre. Donc ça, ce sont les deux éléments importants, nouveaux. Après le 7 octobre, l'attaque du Hamas contre les communautés pacifiques du sud d'Israël, et ce grand massacre, eh bien, Netanyahou a décidé donc d'annihiler ses ennemis. C'est pas attardé sur les erreurs qu'il avait lui-même commises et qui ont abouti à ce fiasco sécuritaire qui est le 7 octobre 2023. Mais il a dit, alors il s'en est pris d'abord à Gaza, sans se laisser intimider ou arrêter par l'émotion grandissante que suscitait la destruction de Gaza et les victimes civiles. Ensuite, il s'en est pris au Hezbollah qui a commis l'erreur stratégique de bombarder la Galilée à partir du 8 octobre 2023. Donc Hezbollah, il est tout puissant au sud du Liban. Et il a donc défait militairement et décapité ces deux mouvements, le Hamas et le Hezbollah. C'est pour ça que la Syrie est tombée, parce qu'il n'y avait plus le Hezbollah pour défendre le régime bassiste de Bachar al-Assad. Et son troisième ennemi, c'est qui? Eh bien, je l'ai vu dans son bureau, c'était à la mi-octobre 2024 à Jérusalem, c'est évidemment l'Iran. Pour lui, il n'est pas question que l'Iran devienne un pays nucléaire. Or, c'est là qu'on a peut-être une course de collision, parce que comme ils ont perdu leur principale arme de dissuasion, les Iraniens, qui était cet axe chiite, qui était ce Hezbollah, qui était ce contrôle de l'Irak, de la Syrie, du Liban, parce que évidemment les milices irakiennes, elles vont aller avec le vent. Donc elles ont vu que l'Iran était faible, donc maintenant elles vont retourner vers les Américains. La seule chose qui leur reste à ces pauvres Iraniens, c'est leur programme nucléaire qu'ils avaient interrompu à la faveur d'un accord, l'accord du 14 juillet 2015 avec les grandes puissances. L'idée était que progressivement on supprimait les sanctions et eux ils arrêtaient l'enrichissement d'uranium. Ce qu'ils ont fait, ça a été vérifié par des visites inopinées des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mais Trump, qui voulait défaire ce qu'avait fait Obama, s'est retiré unilatéralement de cet accord. Les Français et les Allemands ont essayé
de le faire fonctionner, parce que les Iraniens respectaient leurs obligations, c'est-à-dire que l'Iran puisse faire du commerce, mais c'est pas très facile de combattre l'extraterritorialité du droit américain, c'est un autre sujet. Et donc, les gouvernements français voulaient faire quelque chose, mais Total, Peugeot, les grandes sociétés disent on est désolé, mais on ne peut pas se permettre d'être brouillé avec le système bancaire américain, donc nous quittons l'Iran. Et le gouvernement allemand et le gouvernement français ont essayé de faire un système de troc qui s'appelait Intex, mais ça n'a pas marché. Et donc, les Iraniens ont repris puisque les Occidentaux n'avaient pas respecté le deal, ont repris l'enrichissement d'uranium, et aujourd'hui, ils ont de l'uranium enrichi à 60%, et de passer à 90% est assez facile, parce que la courbe, elle n'est pas exponentielle, elle est logarithmique. Et donc, c'est plus facile de passer, si vous voulez, de 60 à 90% d'uranium enrichi que de 0 à 30, par exemple. Et donc, ils sont tout prêts de pouvoir construire 4 ou 5 bombes. Il y a aussi, évidemment, la question de la weaponisation, ça c'est-à-dire de mettre la bombe sur un missile. Quand nous avons donné la bombe atomique à Israël, nous lui avons donné pas seulement la bombe atomique, mais nous avons donné aussi les missiles. Dassault a fabriqué les missiles pour prendre cette bombe atomique. Ils ont repris à fond leur programme, et le danger, c'est qu'ils disent, puisque j'ai plus l'axe chiite, mais il me faut quelque chose pour me protéger. Ils ont été traumatisés, les Iraniens, par l'attaque de l'Irak de 1980, aidés par la France, l'Amérique et toutes les puissances occidentales, où l'ONU n'a même pas voulu constater l'agression irakienne contre l'Iran. Donc, voilà où on en est. Il y a eu une conversation téléphonique dimanche entre Trump et Netanyahou. Trump, lui aussi, ne veut pas d'une bombe atomique iranienne. Comme on dit, not on his watch. Il ne veut pas que les Iraniens fassent la bombe atomique pendant qu'il est président des États-Unis, parce que ça, c'est la loose. Donc ça, il ne veut pas de ça. Voilà, ça c'est sûr. Donc il sera prêt à donner les bombes et les ravitailleurs aériens pour une opération de destruction des sites de recherche nucléaire, des sites d'enrichissement d'uranium de l'Iran, qui sont pour la plupart très profondément enterrés. Mais avant cela, Trump vient d'envoyer un de ses amis, qui est un mogol de l'immobilier, qui s'appelle Steve Witkoff. Il l'a envoyé faire le tour des pétromonarchies du Golfe pour savoir ce que pensaient les alliés des Américains, des Saoudiens, les Émiratis, etc., d'éventuelles frappes sur l'Iran, parce que ces pétromonarchies, elles sont de l'autre côté du Golfe quand même, elles sont pas loin. Les sultans, les princes ont répondu à Witkoff, bon, gardez cette option quand même sous le coude, mais nous pensons qu'il serait judicieux d'essayer d'autres options, d'autres voies, alors, voie diplomatique, pression économique. Alors la voie diplomatique, c'est quoi? Elle a d'ailleurs été testée déjà par le First Buddy, le meilleur ami. Aux États-Unis, il n'y a pas seulement une First Lady, il y a aussi aujourd'hui le premier ami du président, il s'appelle Elon Musk. Et donc Elon Musk, elle a été rendre visite secrètement à l'ambassadeur iranien à l'ONU, et c'est justement pour tester. Alors le deal, ça serait quoi? Ben c'est l'axe chiite, on n'y pense plus. D'abord, voilà, vous avez perdu. De toute façon, c'est fini. Vous avez perdu l'Algérie. Donc, toutes vos histoires d'axes de résistance contre Israël, tout ça, on oublie. Votre programme nucléaire, on oublie aussi. Mais en revanche, vous avez deux avantages. On vous laisse votre régime parce que nous, c'est pas du tout notre truc de vouloir changer les régimes. Si vous voulez emmerder vos filles, ça vous regarde. Et deuxièmement,
vous allez pouvoir recommencer à faire du commerce et redevenir la grande puissance commerciale que vous étiez du temps du Shah. On ne sait pas du tout si du côté du régime iranien qui est divisé et sclérosé, il faut quand même le dire, hein, le Khamenei, il a, je sais pas, 80 ans, il est malade, il n'arrive pas à prendre des décisions, et il montre en ce moment une faiblesse stratégique incroyable. Ne serait-ce que de ne pas avoir intimé l'ordre au Hezbollah de ne pas bouger le 8 octobre 2023. On ne sait pas si en Iran, ils sauront saisir l'occasion d'une négociation de ce qu'on appelle le Grand Bargain. Ça avait été proposé par les Iraniens en 2005 aux néoconservateurs de George W. Bush, mais les néoconservateurs n'avaient pas regardé cette offre. C'est sans doute une erreur, mais c'est comme ça. Et là, aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion à jamais, puisque Trump aime les deals, de le faire pour l'Iran. Sauront-ils renoncer à leur idéologie? Sauront-ils accepter leurs pertes stratégiques, qui sont énormes, hein? Ils viennent de perdre quand même, le Hamas n'est plus rien, le Hezbollah n'est plus rien, la Syrie est finie, c'est quand même énorme. Et de prévoir l'avenir, un avenir qui soit commercial et non politique, ça, c'est aux Iraniens de le décider. C'est pas du tout sûr qu'ils vont le faire. Les chances, selon moi, sont à 60-40, 60 pour la guerre, 40 pour la paix. Alors, dans le cadre de vos investissements, n'investissez pas en Iran, non, c'est trop tôt. Pas au Qatar non plus, parce que les Qatars jouent un peu avec le feu parfois. Ça risque de leur retomber. N'hésitez pas à investir aux Émirats arabes unis, qui est un pays qui est à la fois très tolérant. Je ne sais pas si vous êtes allé à Abu Dhabi, mais il faut visiter la maison de la famille abrahamique, où ils ont construit une immense synagogue, une immense église, une immense mosquée sur le même plateau. C'est magnifique. Ils ont demandé ça à Sir David Adjaye, qui est un architecte britannique d'origine ghanéenne. Donc c'est un pays de tolérance, c'est un pays qui déteste les frères musulmans. C'est pour ça qu'ils ne sont pas très contents de ce qui se passe en Syrie, puisque c'est évidemment, la Syrie a été prise par les frères musulmans. Mais c'est un pays qui fonctionne bien, qui est ami de la France. Il y a 60 000 Français installés. Donc oui, investir, mais qui a aussi de très bonnes relations avec l'Amérique, donc qui est protégé par l'Amérique et par la France, et qui est un régime stable et tolérant. Donc oui, investissez aux Émirats arabes unis. La situation ukrainienne, elle est simple. Les Russes ne parviendront pas à prendre les grandes villes ukrainiennes, parce que sinon ils l'auraient déjà fait. C'est-à-dire Odessa, Kiev et Kharkov. Ça, c'est les grandes villes, parce que les Occidentaux ont donné suffisamment d'armes modernes pour résister. En revanche, la progression russe continue, mais elle n'est pas foudroyante, hein, ce n'est pas le 10 mai 40 en France, continue dans cette région, le Donetsk, parce qu'en fait, vous savez que Poutine a annexé 4 oblasts. Oblast, c'est entre une région et un département, quoi. C'est comme une région française d'autrefois. Il y en a 2 qui contrôlent pratiquement entièrement, c'est l'oblast de Lugansk, c'est l'oblast de Donetsk, mais il y en a 2 qui ne contrôlent pas entièrement et qui l'aimeraient bien contrôler, puisqu'ils sont annexés au territoire russe, qui est l'oblast de Kherson. Sur le Kherson, ça se trouve sur le Dniepr, là, ce grand fleuve, et l'oblast de Zaporijjia. Zaporijjia, où vous avez la grande centrale nucléaire, mais que les Russes tiennent. Ils ne tiennent pas la ville, ils tiennent la centrale. Les Russes ne gagneront pas la guerre, c'est-à-dire que Poutine a voulu changer le régime, puisqu'il a dit que le régime était un régime nazi, pour avoir un régime à sa botte, ami, ça, il ne va pas y arriver. Les Ukrainiens vont garder leur indépendance et leur souveraineté, enfin sur ce qu'il leur reste de territoire, puisque les Russes en ont mangé 20%. Ils ont une perspective officielle qui leur a été donnée, c'est l'adhésion à l'Union européenne,
L'adhésion à l'OTAN, ils peuvent oublier parce que les Américains n'y sont pas favorables. Même Biden n'y était pas favorable, donc encore moins, évidemment, Trump. Mais évidemment, si on doit faire un cessez-le-feu et la paix, il faudra des garanties de sécurité, et seuls, évidemment, les Américains, avec leurs alliés européens, mais les Américains peuvent donner des garanties de sécurité à l'Ukraine. Alors les Ukrainiens ne vont pas gagner non plus la guerre, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas... On avait des discours où Zelensky rêvait de reprendre la Crimée, qui est ici, etc. Il n'y en est juste pas question. Pourquoi ? Parce que pour faire la guerre, il ne faut pas que de l'argent et des armes. Il faut des hommes pour servir ces armes. Et les jeunes Ukrainiens ne veulent pas faire la guerre. C'est comme ça. Alors quand est-ce que je l'ai bien su, ça ? Eh bien, quand j'ai passé 15 jours en Pologne au mois de septembre, puisque je suis allé un peu partout en Pologne, je suis allé au nord, là, en Poméranie, au sud, au Silésie, au centre, en Mazovie. Et à chaque fois, je prenais des Uber, mais sur le long cours. J'avais des chauffeurs ukrainiens, des jeunes hommes. Je dis, mais pourquoi vous n'allez pas vous battre, vous ? Alors, ils me disaient, ah ben non, mon père, il est au front. Il m'a dit, surtout, ne viens pas. Moi, par exemple, on m'a obligé à acheter mon uniforme, l'uniforme qui avait bien sûr été donné par l'OTAN, grâce à vos impôts, merci, et qu'évidemment, l'administration ukrainienne corrompue revendait aux soldats. Et donc, en Ukraine, c'est fascinant, vous avez peut-être 3 millions de jeunes femmes qui travaillent, etc., qui sont très intégrées, mais vous avez au moins 1 million de jeunes hommes. Ils se retrouvent dans les cafés, on les voit, à Varsovie, c'était en septembre, il faisait beau, il y avait beaucoup de gens dans les cafés, et je les entendais parler entre eux. À votre avis, quelle langue ils parlaient entre eux ? On est en Pologne, pays de l'OTAN, et c'est des Ukrainiens. Ils parlaient le russe entre eux, bien sûr. Ce qui ne veut pas dire qu'ils étaient pro-Poutine ou pro-russe, mais ensemble, ils parlent le russe. Voilà. On est en Pologne, là. Et donc, ces gens-là ne se précipitent pas, et aujourd'hui, pour trouver des jeunes hommes pour les envoyer sur le front, Zelensky doit recourir au rafle. On prend les types dans le métro et hop, on les envoie au front, même des hommes relativement âgés, jusqu'à 45 ans, peut être raflés, on vous envoie sur le front. C'est pas comme ça qu'on peut gagner la guerre. En 1914, les Français qui pouvaient vivre en Italie ou en Suisse, l'Italie était neutre en 1914, eh bien, ils ont tous rejoint, les jeunes Français, leur régiment, si vous voulez. Personne n'a refusé de faire la guerre. Là, ce n'est pas le cas, et donc, l'Ukraine ne va pas gagner la guerre, c'est-à-dire ne va pas reconquérir, ne va pas battre l'armée russe. Le moral est bas des deux côtés. Il est bas du côté ukrainien, il est évidemment bas aussi du côté russe. Si le moral était haut, les Russes n'auraient pas eu besoin de recourir à des soldats nord-coréens. Trump va faire un deal. En tout cas, il va faire le cessez-le-feu. Ça, c'est sûr. Alors, est-ce que ça sera un cessez-le-feu à la coréenne ? C'est déjà mieux que le massacre, le cessez-le-feu. Parce que les Coréens, ils sont en cessez-le-feu depuis 1953. Ça a permis à un pays qui était très, 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 très pauvre, plus pauvre que la Haute-Volta, de devenir plus riche que la France, ça s'appelle la Corée du Sud. Il n'y a pas de paix sur la péninsule coréenne, mais enfin, ça a permis quand même le développement de la Corée du Sud. Donc, il peut y avoir un cessez-le-feu qui dure, un armistice qui dure longtemps. La paix, dans un tweet récent, Trump a convoqué, vous l'avez vu, la Chine. Il faut impliquer la Chine dans la négociation. La paix, ça va être très difficile parce que les Ukrainiens ne reconnaîtront jamais que la Crimée et que le Donbass appartient à la Russie, mais ça peut fonctionner quand même, puisque nous, par exemple, nous n'avons jamais reconnu, nous Français, l'annexion des États baltes par l'Union soviétique. Entre 1945 et 1991, il n'y a pas un seul ambassadeur de France à Moscou qui se soit rendu dans les États baltes, puisqu'on ne reconnaissait pas l'annexion. Comme l'ambassadeur de France aujourd'hui à Moscou ne se rend pas en Crimée. C'est plutôt la fin du conflit ukrainien. Et avec Trump, on est à peu près sûr que ça ne dérapera pas vers le grand conflit nucléaire, parce qu'il s'arrangera directement avec
avec Poutine. Et Poutine, en fait, quand il a envahi, il n'avait pas de plan B. Il pensait qu'il allait prendre Kiev en une semaine. Après, il s'est retrouvé, bon voilà, ou j'espère en tout cas qu'il ait compris qu'il avait fait une énorme erreur, qui lui a coûté très cher, parce qu'il avait un flot d'argent qui lui arrivait d'Allemagne en continu, et qui n'existe plus. Et donc, je pense qu'il saisira l'occasion, la perche tendue par Trump. Pour les investissements, alors n'investissez pas en Ukraine, parce que c'est un pays extrêmement corrompu. N'investissez pas en Russie. Alors, si vos avoirs en Russie sont bloqués, de toute façon, ils sont bloqués, vous ne pouvez pas les toucher. La Russie, une fois qu'elle sera réintégrée, mais ça peut prendre très longtemps dans l'économie mondiale, c'est un pays plein de potentiel. Mais on l'a dit aussi pour les chemins de fer russes. Donc, mon conseil, c'est de n'investir ni en Ukraine ni en Russie. De toute façon, quand il y a des systèmes qui sont opaques, où la corruption, la police, tout ça, dépasse des proportions, je dirais, normales, il ne faut pas investir. Il ne faut pas investir dans des systèmes que vous ne comprenez pas. Et donc, ni en Ukraine, ni en Russie. Mais en revanche, des pays limitrophes, bien gérés, Finlande, Norvège, Suède, pourquoi pas. Alors, troisième zone de conflit à Taïwan. Alors, Taïwan, c'est un peu plus haut, hein. Évidemment que Xi Jinping considère que c'est bien sûr le territoire de la Chine, et ils aimeraient bien, enfin, c'est pas qu'ils aimeraient bien, c'est un objectif de la vie de Xi Jinping, de ramener Taïwan à la mère patrie. Alors, il y a deux manières de le faire. Il y a, puisque les Taïwanais ne semblent pas vouloir de leur propre gré revenir vers la Chine, mais il y a deux manières de le faire. Il y a la guerre, il y a le D-Day, et il y a la coercition. Alors le D-Day, c'est difficile, hein, parce que c'est 150, 180 km, donc c'est plus que la Manche, hein, et il y a beaucoup de tempêtes. Et les Chinois, ils sont bons en commerce. Est-ce qu'ils savent se battre? On n'en sait rien. La dernière fois qu'ils se sont battus, c'était... Bon, contre les Japonais, ça, évidemment, ils n'ont pas été très bons. C'était contre les Vietnamiens. Ils ont voulu donner une leçon au Vietnam en 1979. Comme me disait l'ambassadeur à l'époque du Vietnam à Paris, on ne sait pas qui a donné la leçon à qui. Voilà. On ne sait pas, et ils savent qu'ils sont pas très... Voilà, ils savent pas, on ne sait pas ce qu'ils valent, si vous voulez. Ben, les Nord-Coréens non plus, ils ne s'étaient pas battus depuis longtemps. Visiblement, ils ne font pas des étincelles face aux soldats ukrainiens aguerris dans la poche de Koursk. Ça n'a pas l'air de bien se passer pour les Nord-Coréens, parce que c'est un métier de se battre, de savoir faire la guerre. La marine, c'est une tradition. Et donc les Chinois ont arrêté d'avoir une marine au XVe siècle, puisqu'ils ont préféré, ils en avaient une, mais se concentrer sur la muraille de Chine, là. Et depuis, c'est une tradition, une marine. Et il ne faut pas avoir que des bateaux, il faut savoir les manœuvrer, ces bateaux. Et donc, face à la flotte américaine, qui, elle, a montré qu'elle savait gagner des batailles navales, là, ça c'est clair que les Américains savent faire la guerre navale, c'est pas simple du tout. Voilà. Et d'autant plus que Formose, Taïwan, c'est une île extrêmement escarpée, c'est pas du tout facile. Donc moi, personnellement, je ne le crois pas, en tout cas pour l'administration Trump, que les Chinois essaieront de prendre Taïwan par la force. Et s'il l'essayait, je pense que Trump réagirait, parce qu'il ne veut pas justement apparaître comme un loser, et je pense que la flotte, je pense qu'on demande aux Taïwanais de tenir une semaine, ils peuvent tenir une semaine, hein, ils ont des avions de chasse, ils ont des sous-marins, ils ont beaucoup de choses. La flotte américaine interviendrait, et je pense qu'il pourrait tout à fait y avoir une défaite navale chinoise. Les Chinois le savent, ils sont prudents, donc il ne va pas y avoir, selon moi, de prise de Taïwan par la force.
Mais les Chinois ont un très grand théoricien militaire, qui était du temps de Thucydide, qui s'appelait Sun Tzu, et qui a dit que la vraie victoire se gagne sans livrer bataille. Il ne faut pas livrer bataille. Et donc, effectivement, il faut persuader par l'accumulation des armements, par les pressions psychologiques ou économiques, par des petits blocus de temps en temps, persuader les Taïwanais qui n'ont pas d'autre choix que de se rallier, rejoindre la Chine, d'autant plus qu'en droit international, comme vous le savez, les États-Unis, la France, tous les pays reconnaissent que Taïwan est un territoire chinois. C'est pour ça que d'ailleurs nous n'avons pas d'ambassadeur de France à Taïwan, nous avons un représentant. Nous n'avons pas, il y a un bureau français, des intérêts français à Taïwan, mais il n'y a pas d'ambassadeur. Il n'y a pas d'ambassadeur des États-Unis à Taïwan. Il y a une autre zone de tension qui est l'expansionnisme maritime chinois. Ça, c'est la Chine. Cette île, ça appartient à la Chine. Ça s'appelle l'île de Hainan. C'est là qu'ils ont leur sous-marin nucléaire stratégique. Et ils n'aiment pas tout ça. Ils n'aiment pas que les Américains tiennent ça parce que c'est pas très profond et les Américains peuvent voir quand leurs sous-marins vont dans le Pacifique, vous voyez. Ils ont dit, en fait, nos pêcheurs, dans le temps, allaient jusqu'à là-bas, donc tout ça, ça nous appartient. Donc c'est la ligne des 9 traits. Donc en fait, les Chinois s'arrogent, disent que tout ça, c'est leur zone économique exclusive, c'est leur mer. C'est comme si la France avait pris en fait l'intégralité de la Méditerranée, en quelque sorte, en disant c'est partout, c'est chez nous, quoi. Voilà. Et vous voyez, parce que là quand même, le trait, il n'est pas loin du Vietnam, mais il dit, au-delà du trait, c'est chez nous. Il y avait des récifs qui étaient des terrae nullius en droit international, des récifs. Ils ont dit, c'est à nous. Et puis, ils ont construit des pistes d'aviation sur tous ces récifs et des ports. Quand Xi Jinping était aux États-Unis en 2015, Obama, il a promis que jamais, évidemment, ces récifs ne seraient militarisés. Aujourd'hui, ils sont bourrés de missiles et de bombardiers stratégiques. C'est bizarre, l'empereur de Chine n'a pas tenu sa promesse. Et donc ça commence à énerver, par exemple, les Philippines, qui ont envoyé, alors il y a des incidents navals, et évidemment tous ces pays, aujourd'hui, réclament davantage de présence américaine. Dans les années 1990, les Américains pensaient partir. Aujourd'hui, ils ont tellement peur de la Chine qu'ils réclament tous de la présence américaine. Ou alors, quand ils font beaucoup de commerce avec la Chine, comme l'Indonésie, qu'est-ce qu'ils font, l'Indonésie? Ils ne veulent pas déplaire aux Américains, et ils ne veulent pas déplaire aux Chinois. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Quand vous ne voulez pas déplaire aux Américains et aux Chinois en même temps, qu'est-ce que vous achetez? Du matériel français. Vous achetez des Rafales, vous achetez des frégates françaises, vous achetez des sous-marins à Naval Group français. Et c'est très bien pour nous. Investissez dans l'industrie militaire française. C'est ma conclusion. Investissez dans des pays comme l'Indonésie, qui sont assez sages. Alors, en revanche, la Birmanie, le Cambodge, etc., il va y avoir des frictions. Il va y avoir un jeu comme un grand jeu entre la Chine et l'Amérique. Le grand jeu, il est là. Singapour, c'est le détroit de Malacca, c'est tenu encore par les Américains et des Français. Un sous-marin nucléaire d'attaque peut bloquer le détroit de Malacca, par lequel passe 60% du commerce mondial. La marine américaine n'a pas renoncé à la liberté de circulation. Les Anglais et les Français lui emboîtent le pas. Mais pour le moment, je pense que les Chinois ne vont pas vouloir faire la guerre. Ce n'est pas leur priorité aujourd'hui. Ils ont des problèmes économiques importants, la crise de l'immobilier, etc. Vous allez investir dans l'industrie des puces aux États-Unis, puisque
Les Américains se disent, bon, Taïwan, on ne va pas tenir quand même cette île ad aeternam. Et donc, il faut remplacer TSMC, qui fabrique 90% des puces mondiales à Taïwan, aux États-Unis. C'est commencé, mais ce n'est pas encore mûr. Nous, on en a aussi en Hollande, nous les Européens. Mais je pense qu'investir dans les nouvelles usines de puces aux États-Unis, ce n'est pas une mauvaise idée. Industrie de puces aux États-Unis. Merci Renaud, c'était très clair.